Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Dialogue avec le gouvernement. Votre émission reprend du service et dialogue ce soir. C'est avec le professeur Al-Kassoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. L'enseignement supérieur est un secteur, il faut le dire, qui traîne depuis de longues années de grosses difficultés, insuffisance des infrastructures d'accueil, chevauchement des années académiques, difficultés de mise en œuvre du système licence, master, doctorat, prolifération des instituts privés. C'est de tout cela et de bien d'autres sujets que nous allons parler ce soir. Et pour conduire les échanges, je suis en compagnie de mon confrère Paul Miki Rwamba de la radio privée Ouaga FM. Bonsoir Miki. Bonsoir Jean-Emmanuel Drago, bonsoir monsieur le ministre, mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà, et tout de suite, nous allons ouvrir la première rubrique. « 30 500 étudiants en 2005, 95 000 en 2015, un rythme de croissance annuel moyen de 12%. Et visiblement, les mesures d'accompagnement ont du mal à suivre ce rythme. Et c'est là tout le problème, l'état des lieux du secteur dans ce reportage. L'enseignement supérieur burkinabé a connu une évolution remarquable au fil des années pour devenir l'un des plus performants de la sous-région. Mais, depuis quelques années, les universités publiques traversent une crise profonde due en partie à l'accroissement de la demande. En effet, le nombre d'étudiants est passé d'environ 30 500 en 2005-2006 à près de 95 000 en 2015-2016, avec un rythme de croissance annuel moyen de 12%. Pourtant, si l'enseignement privé domine en termes d'offres d'établissement, soit 71,7%, c'est toutefois le public qui prédomine en termes d'effectifs d'étudiants, 74,5%. Mais l'enseignement supérieur est aussi miné par d'autres maux, dont l'inadéquation entre les capacités d'accueil et les effectifs d'étudiants, l'insuffisance du personnel d'encadrement et les difficultés de mise en œuvre de la réforme LMD. Une situation exacerbée par le chevauchement des années académiques, devenu un casse-tête pour les premiers responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi des réformes sont en cours pour résoudre durablement le problème. Ainsi, par exemple, le gouvernement a procédé à la transformation des centres universitaires polytechniques de Wayouya, de Dougou et Fadang-Gourma en universités régionales pour désengorger les universités Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, Ouaga 2 et les universités Nazi Boni de Bobo et Norbert Zongo de Koutougou. Il y a également eu la création de nouveaux centres universitaires polytechniques à Dori, Tenkodogo, Gawa et Kaya. Pour faciliter la mobilité des étudiants, 135 bus ont été acquis, tandis que de nombreuses infrastructures, notamment des amphithéâtres, des bâtiments pédagogiques, des restaurants et cités universitaires, ont été construites ces 2 dernières années en vue d'améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Toutes choses qui devraient permettre l'accès à un enseignement supérieur de qualité adapté aux besoins de la transformation structurelle de l'économie. Voilà pour ce tableau d'ensemble. À présent, quelques réactions des premiers acteurs que nous avons recueillis sur le terrain. Aujourd'hui, rien que la ville de Ouagadougou, vous avez facilement 60 institutions. Peut-être c'est une bonne chose par rapport à la demande de formation, c'est une bonne chose. Mais il faut que cette structure-là réponde aussi à un minimum de conditions. Nous sentons que le ministère fait beaucoup d'efforts actuellement pour l'amélioration de l'enseignement supérieur, en tout cas dans le privé où nous sommes, on sent cette volonté avec les contrôles que le ministère fait, les exigences que le ministère pose. L'appréciation que nous, en tant qu'étudiants de l'Université Norbert Zongo, nous pouvons porter, c'est que ces efforts sont
en dessous de nos attentes. Au regard avec le nombre croissant des étudiants, on se rend compte que juste il y a un bâtiment en construction, un bâtiment de 750 places, avec des promotions qui avoisinent 2000 étudiants par promotion. Également, il y a le manque d'enseignants, il y a eu des recrutements, mais toujours en termes d'effectifs, ça pose toujours problème. Il y a le retard académique qui est un vrai problème pour tous les étudiants, surtout à Ouaga 1. En SVT, on fait 3 ans, 4 ans, on n'a pas encore même les résultats de deuxième année. Il y a le problème quand même de la documentation parce qu'il faut signaler les bibliothèques qui sont en manque de documents pour des étudiants qui veulent quand même aller jusqu'à la soutenance ou à la thèse. On a longtemps annoncé voilà, les inscriptions à ligne. Nous, ça nous gêne de voir toujours de longs files d'étudiants. Il faut donc pour s'inscrire. Si l'inscription en ligne peut être mise en œuvre et la question de l'Internet, ça c'est vraiment, on ne peut pas concevoir le LMD sans l'Internet aujourd'hui. Nous encourageons donc le gouvernement à œuvrer donc à la mise en œuvre de toutes ces intentions qui sont formulées à la fois dans le PNDS mais aussi dans les stratégies sectorielles et qui demandent beaucoup de ressources financières. Mais dans cette stratégie, la part du privé a été maintes fois réaffirmée. Mais dans la mise en œuvre concrète, il y a encore un retard. Ça fait déjà un certain nombre d'années que l'État dit que les œuvres sociales vont être accessibles à tous les étudiants. Mais dans les faits, il n'y a pas les budgets qui permettent de prendre en charge. Ce qui fait que les étudiants sont toujours obligés de s'inscrire dans l'université publique et dans l'université privée pour pouvoir continuer de bénéficier des œuvres sociales. Ça fait déjà plusieurs années que l'État a dit qu'il va affecter également pour utiliser donc les capacités qui ont été développées par le secteur privé pour désengorger les universités publiques. Mais pour l'instant, ça reste très timide. En tant que personnel ATOS, nous sommes un personnel sans carrière, on peut le dire ainsi. Okay? Parce qu'on le constate un peu dans les différents services, dans les autres domaines, ils ont au moins un plan de carrière, il y a une évolution, ils peuvent faire des concours professionnels. Mais pour le cas des agents des EPE, ici précisément, dans les universités, ce n'est pas le cas. La première difficulté est liée à l'application même du système LMD. Et parce que en ce moment, vous avez l'université Ouaga 1 qui a son LMD, Ouaga 2 qui a son LMD, l'université de Kouroué a son LMD et également l'université Nazi Boni a son propre LMD. À l'université Nazi Boni, pour passer du L1 par exemple au L2, il faut valider 30 crédits sur les 60 crédits. Et à mon avis, ce n'est pas le cas de l'université Ouaga 1. Et à Ouaga 2, il faut valider tous les 60 crédits. Je pense qu'il serait intéressant qu'il y ait juste un seul texte qui régit le système LMD dans toutes les universités publiques du Burkina. Monsieur le ministre, vous l'avez vu, que de préoccupations. Alors, vu de l'extérieur, l'impression générale qu'on a, c'est que l'enseignement supérieur au Burkina est dans l'impasse. Est-ce que c'est votre sentiment, monsieur le ministre? Bien, je voudrais commencer par un bout de l'actualité nationale pour avoir une pensée très pieuse pour le préfet de Oursi qui est tombé sur les balles assassines d'assaillants. Aussi afficher la compassion de la nation à la famille éplorée et témoigner de notre solidarité pour les populations du Sahel, plus précisément celle de Oursi, qui est une contrée que je connais bien. Je voudrais également vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez, nous introduire dans les ménages burkinabés, d'être au rendez-vous de la redevabilité, ce qui est une exigence lorsque on gère des aspects de la vie publique et qu'on a une partie de la destinée de la nation, notamment le domaine de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Remercier toutes les familles qui nous suivent également, les téléspectateurs dans votre réseau synchronisé. Ceci étant, l'impasse, je crois savoir que c'est un long construit social. Des années durant, on a mis l'accent sur l'enseignement de base, on a mis l'accent sur l'enseignement secondaire, mais il n'y a pas eu de perspective et de planification pour l'enseignement supérieur. Ce qui fait qu'effectivement, quand vous avez fourni les statistiques, on se rend compte que, du reste, il y a très longtemps que les capacités d'accueil des universités étaient dépassées. Donc, on peut dire que nous étions dans l'impasse,
Mais je pense pouvoir dire aussi qu'à travers les initiatives assez lourdes qui sont engagées, qu'on peut estimer pour le moment insuffisantes, mais en tout cas qui sont des thérapies de nature à nous permettre de voir le bout du tunnel, je pense effectivement qu'on peut dire que l'impasse peut se transformer en issue heureuse pour l'enseignement supérieur. Et ça, je voudrais dire surtout qu'il faut parler de ce qui a été réalisé en termes d'infrastructures. Je pense que nous allons avoir l'occasion, Monsieur le ministre, d'y revenir en détail tout au long de cette émission. Alors, Paul Miki-Rambert. Alors, Monsieur le ministre, vous reconnaissez à demi-mot qu'il y a eu l'impasse. Je voudrais un peu que l'on insiste sur l'origine de cette impasse. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Oui, ce que je veux dire, quand vous prenez l'université Ouaga 1 à sa création, vous comprenez bien que ce n'était pas une université créée pour avoir autant d'étudiants. Alors, mais la préoccupation des autorités, dans un premier temps, c'est le renforcement de l'offre éducative en termes d'éducation de base et de façon accessoire en termes d'enseignement secondaire, donc jusqu'au bac. Ben, évidemment, avec toutes les mesures incitatives qui ont été prises, il fallait s'attendre à un moment donné à ce qu'on arrive avec des cohortes très impressionnantes qui arrivent donc au niveau de l'enseignement supérieur. Ce qui est positif. C'est très positif, évidemment. Ce qu'on recherche, c'est qu'évidemment, le niveau d'éducation de la population soit constamment dans un relèvement permanent. Et ça, c'est positif. Ce qui n'a pas été bien fait, par contre, jusqu'ici, c'était qu'on n'a pas prévu qu'on arriverait, par exemple, après 2010, à avoir des effectifs de 31 000 nouveaux bacheliers. L'année passée, on était à 28 000 bacheliers. 3 000 et quelques nous sont venus de la Côte d'Ivoire parce que nous avons une diaspora importante là-bas et qui sont venus pour s'inscrire dans les universités publiques du Burkina Faso. Et c'est là qu'effectivement, l'anticipation des régimes précédents aurait pu nous permettre d'avoir les capacités d'accueil. Et c'est ça que je suis en train de dire. Mais alors, il y a des initiatives en cours. Comme vous voulez qu'on en parle plus tard. C'est ça, on espère effectivement qu'on aura le temps de revenir sur toutes ces initiatives. Mais le principe dans cette émission, Monsieur le ministre, c'est que ce sont les citoyens sur le terrain et les étudiants qui posent les questions. Et tout de suite, nous allons suivre la première question recueillie sur le terrain. Très bien. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement peut mettre à notre disposition des cars pour notre déplacement? C'est la première question. C'est la première question. Moi, je pense que vous avez apporté les éléments de réponse vous-même. Il y avait ce qu'on appelait le projet bus des universités et des grandes écoles. Et donc, dans le cadre de ce projet bus, nous avons pu avoir la livraison courant décembre passé, parce que moi, j'ai même passé le réveillon à attendre les bus au niveau du parc de la Sotraco. Et donc, nous avons pu avoir 135 bus. Et ces 135 bus composés de 60 bus de 70 places et les 75 bus de 22 à 35 places. Alors, les 60 bus, nous avons une convention à signer avec la Sotraco. Et cette convention va permettre à la Sotraco d'assurer la mobilité des étudiants des centres de concentration, les cités, les quartiers, vers donc les universités. Et nous avons donc demandé à la Sotraco, dans cette perspective-là, de créer des lignes spéciales. Donc, ils ont créé des lignes spéciales qui vont aller, par exemple, de la cité de la Patte d'Oie vers les universités, de la cité Kosodo vers les universités, de la cité chinoise vers les universités. Et à Bobo, ils ont fait le même travail parce qu'ils vont garder une grande partie des bus sur Ouaga. Un certain nombre de bus vont être donc conduits à Bobo et une dizaine de bus pour la ville de Koudougou. Donc là, ils ont fait le travail qui va consister à créer des lignes spéciales pour les étudiants. Dans l'entretemps, je dis bien que c'est une convention parce que ça reste des bus à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous avons une convention de 3 ans avec la Sotraco, ce qui veut dire qu'en cas d'insatisfaction, on peut être amené à résilier le contrat
et avoir d'autres perspectives. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque, monsieur le ministre, que ces bus arrivent déjà remplis au niveau des lignes dédiées aux étudiants? Non, justement, il y a les lignes ordinaires qui sont les lignes que la Sotraco avait déjà. Bon, certains étudiants peuvent les prendre. Mais nous avons insisté pour avoir des lignes dédiées aux étudiants. Donc, par exemple, à la Patte d'Oie, ils vont d'ailleurs descendre pour rentrer au niveau de la cité de la Patte d'Oie pour donc assurer le transport des étudiants. Donc, on a le choix entre ces lignes ordinaires et les lignes, n'est-ce pas, de la Sotraco. Donc, voilà le travail qui a été fait. Et maintenant, les bus de petite capacité, qui sont de 22 à 35 places, nous avons procédé à une répartition de ces bus-là. Et donc, les grandes universités, comme Ouaga 1, Ouaga 2, Koudougou, donc Norbert Zongo et Nazi Bouni, ont reçu chacune une dizaine de bus pour faire, donc, conduire les activités académiques et pédagogiques sur les campus. On sait bien que pour certaines disciplines comme la sociologie, la géographie, les sorties de terrain, donc ils ont eu ces bus-là qui vont permettre de garantir peut-être même les activités récréatives des étudiants. Mais sur cette question des bus, on a vu l'incident, les étudiants qui étaient impatients, entre griffes, de rentrer en possession de leur bus. Oui. Bon, je pense qu'il y a eu un problème d'incompréhension de tout le processus. Parce qu'effectivement, la Sotraco, nous leur avons dit que les bus sont là, ce ne serait pas bien que les bus soient garés. Mais en attendant d'activer les lignes spéciales pour les étudiants, ils ont voulu faire un test dans la ville, parce que c'est quand même des bus qui viennent d'arriver, il faut faire un test avec leur chauffeur et tout ça. Ils ont fait ce test. Les étudiants qui ont vu les bus qui ont commencé à circuler et qui ne sont pas encore arrivés dans les cités, donc ils ont commencé à manifester. Et d'ailleurs, quand ils m'ont appelé, moi je dis à la Sotraco, je souhaiterais que demain matin, que ces lignes-là, que vous les activiez. En même temps. En même temps. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Les premiers bus qui sont allés à Kosodo pour prendre les étudiants ont été pris en otage par les étudiants. Pareil à la Patte d'Oie. Et d'ailleurs, ils ont fait un problème de communication peut-être. Absolument, mais bon, c'est eux qui m'ont appelé d'ailleurs. Certains m'ont appelé pour me dire on ne voit pas les bus. Moi, j'appelle Sotraco pour dire je veux voir les bus au niveau des cités. Bah, c'est comme un piège peut-être. Les bus sont arrivés à 5 h du matin. Entre 5 h et 6 h, on prend ces bus-là en otage. Et maintenant, ils se sont rendus au niveau aussi de la Sotraco pour prendre quelques bus, conduire d'eux-mêmes pour les amener dans les cités, soit disant que les bus ne devraient pas être garés au niveau donc, de la Sotraco, comme c'est des bus d'étudiants, ça doit être garé dans les cités universitaires. Mais heureusement, dans la journée, je leur ai demandé de passer au ministère, ils sont passés, on a discuté, j'ai attiré leur attention sur la gravité de l'acte qu'ils ont posé. Parce que je leur ai dit, ce sont des bus, vous n'avez pas l'autorisation de conduire des bus. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de l'infraction que vous avez commise? Qui plus est, si dans ce mouvement de bus, vous aviez peut-être même frôlé ou en tout cas fait un accident et mettre la vie de quelqu'un en danger, qu'est-ce qui serait advenu? Mais pendant que vous êtes là, on est en train de discuter. Ces bus qui sont garés dans les cités universitaires, si quelques personnes incontrôlées mettent le feu, c'est la responsabilité de qui? Alors, je leur ai dit, s'il vous plaît, on va trouver des solutions, mais je voudrais que vous me rameniez les bus là où se trouvent les bus. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que, en fait, là où c'est garé, nous avons nos parkings. Le ministère a construit ses propres parkings. Donc on a des parkings à Koudougou, à Bobo. L'erreur peut-être au niveau de Ouaga, c'est que les parkings sont construits sur le domaine de la Sotraco. Ce qui crée la confusion de dire que les bus sont garés au niveau de la Sotraco. Mais alors, si vous partez à Bobo et à Koudougou, c'est des domaines qui nous appartiennent. On a nos propres garages, on a formé nos mécaniciens en Inde pour la réparation de ces bus. Voilà. Okay. Alors on va poursuivre avec la deuxième question que nous avons recueillie sur le terrain. Monsieur le ministre, où en est-on avec la construction des amphis que le Premier ministre Paul Kabatieba avait promis ici même au sein de l'université en 2016? Monsieur le ministre, la promesse est tendue. La promesse, oui, bon, peut-être de dire que ça n'a pas été promis au niveau du campus, c'était une intervention au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis 2016, des efforts sont faits. Ils peuvent considérer que c'est insuffisant. Mais si vous faites un tour, vous allez voir sur toutes les universités qu'il y a des efforts qui sont faits. Donc, au niveau de l'IDS, l'Institut des sciences, nous avons actuellement un amphi de 700 places qui a été construit courant 2016. Au niveau de l'IDS toujours, on va lancer courant 2018 la construction d'un amphi de 1500 places. Ça également, c'est une réalité. Au niveau donc de l'université Ouaga 2,
vous avez un amphi de 2500 places en construction et dont l'état d'évolution est actuellement à 60,45%. Je peux continuer en disant que, à Ouaga 2 toujours, nous avons 2 amphis jumelés de 750 places dont les travaux ont été lancés, qui sont aussi à 15%. À Koudougou, Norbert Zongo, c'est des amphis jumelés, 750, 500 et 300 places, dont les travaux sont actuellement à 40%. Ça, c'est pour ce qui est des amphis. Mais il y a les bâtiments pédagogiques. Et depuis 2016, il y a 6 bâtiments pédagogiques en R+2 qui ont été achevés entre 2016 et 2017. Donc, notamment à Norbert Zongo, à Naziboni, à Ouaga 1, à Waïguia, à Fada et à Dédougou. Et nous avons 2 bâtiments du même type en cours de construction à l'université Naziboni, à l'université Ouaga 2, et qui sont à un taux d'exécution physique de 35%. Pour 2018, on doit lancer la construction du bâtiment pédagogique du centre universitaire polytechnique de Gawa, parce que nous ne sommes pas sur nos propres installations et on a le budget pour commencer. Il y a des bâtiments administratifs qui sont également en cours de construction à 25%, notamment à Dédougou, à Fada et à Waïguia. Alors, monsieur le ministre, il y a en tout cas beaucoup d'infrastructures, comme vous l'avez dit, mais on a l'impression que ces infrastructures sont déjà dépassées et à peine terminées, en ce qui concerne notamment les amphithéâtres, au regard de l'évolution des effectifs sur les campus. Vous avez tout à fait raison. Mais je peux vous dire que nous sommes sur une innovation qui va faire qu'on n'aura pas besoin d'amphis de grande capacité. L'innovation, c'est laquelle? C'est la création de l'université virtuelle du Burkina Faso. Cette université virtuelle, le siège sera à Ouaga, avec 16 espaces numériques ouverts. Donc nous avons déjà contracté avec les agences, les modes qui ont contracté avec les entreprises pour la construction du siège. Je pense que vous avez suivi la semaine passée, il y a eu une rencontre à la mairie par rapport à cette question-là, parce que c'est le terrain qui nous posait. On avait voulu le mettre au niveau de l'ex-INJEPS, à l'ISSDH, il y a eu quelques difficultés. Et donc la mairie a dû identifier des espaces pour nous permettre d'avancer. Donc les entreprises sont sur le travail, le siège à Ouaga, et on a lancé le marché. Ils ont déjà commencé la construction de l'espace numérique de Bobo-Dioulasso, l'espace numérique de Koudougou, et on doit faire un espace numérique donc au niveau de Ouaga. Donc ces 3 plus le siège s'est lancé. Mais on a un projet avec la Banque mondiale à hauteur de 35 milliards qui va nous permettre d'étendre le projet, et on espère que d'ici la fin de l'année, on va avoir donc ce budget bouclé pour mettre dans chaque région un espace numérique ouvert. Ça veut dire quoi? C'est sur un espace, une superficie d'1 hectare, avec les connexions, avec le matériel qu'il faut et les encadreurs qu'il faut. Et le débit également? Le débit, puisqu'on travaille sur ça aussi. Ça aussi, ce projet va intégrer une partie de la connectivité qui va permettre de connecter les universités. Mais nous avons aussi l'initiative de WACREN qui permet donc de connecter les universités de l'espace CEDEAO, où donc le Burkina a déjà payé ses frais d'adhésion. Nous avons aussi le Fonds universel qui pourrait contribuer. Donc ça, ce sont des aspects qui sont gérés par le ministère en charge du développement de l'économie numérique. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les étudiants n'aient pas besoin... qu'on n'ait pas besoin de venir forcément à Ouaga ou à Bobo. C'est-à-dire que les cours de tous les enseignants doivent être numérisés et mis dans les cerveaux qui sont au siège. Donc vous pouvez être à Dori, vous pouvez être à Gawa, à Banfora, vous partez dans l'espace numérique avec un encadrement. Vous prenez, si vous êtes en socio, les cours de sociologie, vous les suivez. Si vous voulez faire SVT, vous prenez vos cours. Et après, vous reviendrez donc pour être évalué. Mais ce sont des espaces qui ne sont pas dédiés qu'à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que la formation des paysans, toutes sortes de formations, doit pouvoir se faire dans ces espaces-là. Est-ce qu'on ne risque pas de faire un enseignement supérieur au rabais? Parce non, pas du tout. On connaît bien sûr la bonne vieille méthode, les étudiants aiment être devant leurs professeurs. Oui. Et puis, au-delà de ce qui est conventionnel, au-delà du cours, on peut échanger de tout. Est-ce que ça ne va pas réduire un peu? Non, ça ne peut pas réduire parce que, comme je dis, il y a des encadreurs formés pour ça. Il y a moyen d'interagir avec les enseignants. Voilà, il y a des moyens d'interagir avec les enseignants. Ça, c'est des possibilités qui sont là. Mais toujours est-il que ça permet, par exemple, de ne pas avoir 3000 personnes concentrées là, dans un espace ou même dans un amphi, vous ne voyez peut-être même pas l'enseignant. Ça ne sert absolument à rien.
d'être en présentiel, ne même pas pouvoir donc apercevoir l'enseignant. Alors, monsieur le ministre, c'est bien beau, mais est-ce que c'est un modèle que vous avez copié quelque part, qui a fait ses preuves dans d'autres universités? Oui, dans plusieurs pays, ça se fait. Nous avons travaillé surtout avec le modèle sénégalais, parce qu'il s'est éprouvé, ils l'ont fait. Et on a envoyé des missions au Sénégal. Et mon collègue du Sénégal, ils nous ont même donné les plans architecturaux pour nous permettre d'avancer. Et on a aussi en perspective de mutualiser, n'est-ce pas, les ressources de formation. C'est-à-dire que les cours des enseignants sénégalais, les cours des enseignants burkinabés vont être mis là et on pourrait partager. Nous avons donc échangé aussi avec notre collègue de la Tunisie, qui promet aussi de nous appuyer en termes d'encadrement, mais aussi d'avoir une mutualisation donc des contenus des cours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer cette propension à faire des amphis de grande capacité. Mais le défi est vraiment énorme quand on connaît aujourd'hui le niveau du débit aujourd'hui de l'Internet. Oui, le débit, vous savez, depuis 2017 déjà, on aurait pu finir avec cette question du débit. Parce qu'il y a un projet destiné à la connectivité des universités. Ça avait été lancé, le marché. Compte tenu des difficultés, ça a été annulé par la suite. Maintenant, on est en train de travailler pour le lancer dans de bonnes conditions. Et comme je dis, dans le projet avec la Banque mondiale, nous insistons, puisque vous ne pouvez pas avoir une université virtuelle sans que la connectivité ne soit développée. Lié à cela, la question aussi de l'accompagnement pour l'obtention des ordinateurs pour les étudiants. Donc ce projet de 35 milliards va nous permettre d'avancer sur ce terrain. Parce qu'en 2017, on avait budgétisé 4 milliards pour acquérir 20 000 ordinateurs. Quand on a lancé le marché, les offres étaient largement au-dessus du budget qu'on avait. Donc on a été obligé donc, de déclarer infructueux le marché. Ok. Alors, monsieur le ministre, on va passer tout de suite à une autre question. Monsieur le ministre, au départ, il avait été question de professionnaliser les modules de formation au niveau du campus. Où en est-on avec ce projet? Bien, ça c'est la perspective inévitable pour nous. Ouais. Parce que de tout le temps, le reproche majeur qui est fait à l'enseignement supérieur, c'est qu'on forme des chômeurs. Or, nul ne va à l'université, après un master, après un doctorat, pour se retrouver sur les carreaux. Donc, les universités ont anticipé sur la question. Et créé, parce qu'on avait jusque-là une université, un président, 2 vice-présidents. Un chargé de la pédagogie, le second chargé de la coopération internationale. On a créé la 3e vice-présidence qui est en charge de la professionnalisation. Pour permettre d'offrir, à côté des masters de recherche, des licences de recherche, d'offrir des licences professionnelles et des masters professionnels. Donc on travaille sur cette question. Au département de sociologie, par exemple, nous avons notre master de recherche qui permet d'aller au doctorat, mais on a des masters de recherche sur les pratiques de développement, masters de recherche sur le domaine de la santé, pour permettre d'avoir des gens qui vont être tout de suite opérationnels. Dans plusieurs domaines, je vais prendre le cas de Agrinovia, qui travaille sur l'innovation, ces perspectives-là sont là. Mais les universités ont aussi puisque la vice-présidence chargée de la professionnalisation doit aussi entraîner les relations avec le monde de l'industrie, le monde des entreprises, avec des cadres de concertation pour aller vers là. Mais nous allons aller plus loin, parce que récemment, nous avons créé l'école polytechnique de Ouagadougou, qui va, et on a déjà nommé le responsable, on est en train de travailler avec tous les ministères pour pouvoir, dans chaque domaine, offrir des formations de techniciens et d'ingénieurs. La vision, c'est de faire en sorte que dès le bac, au lieu d'envoyer tout le monde à l'université, parce que dans cette école polytechnique, nous avons une bonne dizaine d'instituts, et que certains, dès le bac, soient orientés dans ces instituts, où ils vont aller peut-être faire l'électricité, l'énergie solaire, la mécanique, et des tas de possibilités où donc, ils peuvent sortir en tant que personnes renforcées en matière de professionnalisme. Alors, monsieur le ministre, dans cette dynamique, est-ce que vous avez pensé à contrôler les effectifs? Parce que l'autre défi également, c'est qu'on a des effectifs trop élevés pour certaines formations et finalement, on n'a pas besoin de toutes ces spécialités. Quand on prend 5 000 étudiants en première année de droit, on n'a pas besoin de 5 000 juristes sur le terrain burkinabé. Est-ce que vous avez pensé au contrôle des effectifs? Oui, alors, vous voyez, c'est la massification du système d'éducation
qui a rattrapé l'enseignement supérieur. Parce que quand vous voyez la devise de l'université, c'est quand même l'université du peuple. Populaire. Le peuple, c'est le savoir. Le temple du savoir. Le temple du savoir. Et nous, on a consacré que les enfants du peuple doivent accéder au savoir. Ce qui fait qu'il n'y a pas de contingentement pour accéder à l'université. Or, vous voyez que récemment en France, que vous avez suivi, tout le monde n'est pas orienté à l'université. Et d'ailleurs, l'étudiant, celui qui vient d'avoir le bac, doit écrire à des universités. Voilà. Vous voyez, donc si eux qui ont plus de ressources que nous le font, c'est-à-dire qu'il y a une volonté chez eux de dire il faut se débrouiller pour trouver une université qui vous accepte et puis vous y allez. Mais nous, systématiquement, après le bac, on oriente tous ceux qui ont le bac dans les universités. Mais je dis, le filtre va se faire maintenant lorsque nous créons, avec l'école polytechnique, de dire ceux qui ont la capacité et la volonté de poursuivre dans un système de recherche vont dans les universités et les autres doivent être orientés au niveau donc de ces écoles et de ces instituts qui vont former des techniciens, des ingénieurs dont nous avons besoin parce qu'on regarde le Burkina Faso est un pays à vocation minière, mais pour un certain nombre de profils, il faut aller chercher au Ghana, il faut aller chercher en Afrique du Sud, il faut aller chercher en Australie, au Canada, alors que, bon, on doit pouvoir former des gens sur place pour occuper ces emplois-là. Ok, Monsieur le ministre, nous allons passer à une autre question. Monsieur le ministre, le secteur privé veut investir dans les infrastructures et les équipements pour assurer un enseignement privé de qualité. Comment vous pouvez nous obtenir des allègements fiscaux pour l'importation des équipements liés à tout ce qui est éducation? Le secteur privé demande des allègements. Oui, bien, est-ce que c'est possible? C'est l'éternelle question. De toute façon, tous les secteurs du privé veulent des allègements. Bon, moi, je dis, il faut déjà faire du bon travail. Et nous avons commencé à faire donc l'évaluation des privés pour classer. Ça ne nous a pas valu beaucoup d'amitié. Il y en a qui sont totalement fâchés contre nous aujourd'hui. Oui, mais je pense que c'est un travail à faire. Avant d'aménager de l'espace d'accompagnement judicieux pour le privé, il faut déjà qu'on mette de l'ordre pour avoir en face des gens qui sont là par vocation. On peut se faire de l'argent en étant sérieux. Mais je dis toujours, ceux qui veulent faire du commerce à partir de la volonté des enfants du peuple d'apprendre, nous serons en face pour les bloquer. Maintenant, ceux qui veulent faire du bon travail, nous, au ministère, on a les accompagnements qu'il faut, déjà techniquement pour les aider à avancer. Maintenant, l'autre aspect, ça ne dépend pas du ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'on parle de finances, on a besoin de ressources pour construire le pays. C'est des choses qu'il faut peut-être qu'on voit avec... Mais si c'est pertinent, vous pouvez porter le plaidoyer. Si c'est pertinent et qu'en retour, ils ont des perspectives heureuses pour éviter à l'État de s'échiner le flanc à toujours casquer pour former les gens et qu'ils ont des alternatives pour nous, pourquoi pas? On peut toujours essayer de voir avec notre collègue des finances qu'est-ce qui est possible. Parce que justement, le privé estime qu'il contribue justement à exécuter un rôle qui est le vôtre en tant que gouvernement. Oui, la formation. Bon, oui, bon, ça, je pense que c'est un peu discutable. La formation, c'est la responsabilité de tout le monde. On va commencer par les familles déjà. Monsieur le ministre, quand vous parlez de cette opération de contrôle, un peu, on a vu cette liste qui avait été publiée donc, par votre département et qui mettait sur, en tout cas, une liste noire un certain nombre d'établissements qui ne remplissaient pas les conditions. Mais on a eu l'impression que le ministère a reculé, monsieur le ministre. On n'a pas reculé, pas du tout. Parce que la liste était controversée. Ça, elle était controversée. Les gens ont remis en cause d'ailleurs l'enquête qui avait été... Mais moi, je suis resté dans mes bottes. Ils ont dit de faire une nouvelle publication, ce que je n'ai pas voulu. On a demandé de reprendre les enquêtes. Oui, j'ai dit c'est une photographie à un moment donné. On peut nous reprocher d'avoir eu des insuffisances. On ne peut pas dire que tout a été parfait, mais j'ai dit on a fait un travail et ce travail est mis à la consommation du peuple burkinabé. Maintenant, je leur ai dit pour l'année prochaine, puisque ça va se faire chaque année. Voilà, chaque année. On peut voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne faut pas passer à la vitesse supérieure? Parce qu'on n'a pas un exemple d'établissement, d'institut privé qui a fait l'objet de fermeture. Alors qu'on sait que les récriminations sont quand même assez nombreuses. On a des instituts vraiment qui tiennent souvent sur quelques pièces, avec vraiment des conditions. Oui, vous savez, nous, on a fait notre travail. Okay? Nous, c'est de dire déjà que ce n'est pas bon. Et nous avons alerté qui de droit. Parce que c'est qui de droit ici? Il y a quand même des ministères en charge de ces questions. Et nous avons écrit, nous avons fait une ampliation pour dire voici ceux qui ne sont pas. Mais bon, je peux comprendre que comme c'est la première fois, qu'on ne puisse pas aller vite à la vitesse supérieure.
Mais soyez sûr que nous avons fait, j'ai passé ma matinée à signer des lettres pour dire à certains qu'il y a des injonctions de fermeture. Mais qui délivre les agréments finalement? Les agréments, c'est le ministère. Ouais. Vous pouvez les retirer, n'est-ce pas? Oui, c'est pourquoi nous, on a écrit pour dire qu'il y a une injonction de fermeture, ce qui équivaut à un retrait. Maintenant, il y a une procédure, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a d'abord la création. Ils font leur demande, on examine, on fait un agrément de création. Après, ils exécutent leur projet et on leur donne un agrément d'ouverture. Donc, on peut remettre en cause l'ouverture et puis leur demander d'améliorer pour poursuivre. Donc, voilà ce qui se fait. Donc, on peut s'attendre à ce que ça aille crescendo? Oui, bien sûr, on ne va pas reculer. Moi, je pense qu'il faut demander un enseignement de qualité pour notre pays. Mais est-ce que vous avez une stratégie de contrôle continu justement de la qualité de la formation dans les privés? Oui, nous avons la Direction générale de l'enseignement supérieur, qui a aussi une direction en charge de l'enseignement privé et qui fait ce travail de contrôle. Mais le processus, c'est de mettre en place l'agence d'assurance qualité, ce qui est une volonté affichée par l'espace CEDEAO. Donc, un pays comme le Sénégal a déjà son agence. Nous, on avait les contacts avec l'UNESCO qui devait nous accompagner pour qu'on fasse les études et mettre en place cette agence-là, qui doit être une agence souveraine, indépendante du ministère, avec des personnalités bien calibrées dans ce domaine, pour qu'on ne dise pas que c'est le ministère qui veut fermer. Mais là, il y a des personnes vraiment qui sont neutres qui vont faire ce travail-là. Mais donc, on va faire le travail pour avancer vers l'agence de qualité. Alors, Monsieur le ministre, on va passer à une autre question que nous avons recueillie sur le terrain auprès des acteurs. Il y a eu des promesses de construction d'une cité universitaire, également une promesse de construction de l'UFR LSH. À quand ces différentes infrastructures-là? À quand les problèmes des étudiants seront effectivement résolus dans le fond? Monsieur le ministre, visiblement, les étudiants ont de la mémoire. Ils ont de la mémoire, mais bon, je n'ai pas souvenance que quelqu'un a promis de faire une UFR LSH. Ça, peut-être qu'ils diront d'où ils tiennent ça. Mais par contre, il y a des engagements qui ont été pris et qui sont en train d'être respectés. Dans le domaine des cités, je peux vous dire rapidement, c'est les cités et les restaurants universitaires. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, réalisé un restaurant de 300 places à l'INSA, à Bobo, totalement achevé. Un restaurant avec un centre médical, un grand centre médical, qui a vocation à prendre en charge les étudiants et les populations riveraines. Au niveau de Ouagadougou, vous pouvez visiter, on est au jour d'aujourd'hui à 55% de taux d'exécution de ce restaurant. On a commencé les travaux en 2016. Nous avons une cité de 1500 lits à l'université Nazibouni. Et ça, tout le monde le voit. Parce que quand on passe là, les chantiers en cours, et on est à 45%, 1500 places. C'est la deuxième phase pour passer donc la capacité d'accueil à 2008 lits. Non, il y avait déjà 1008 plus les 1500, donc on va accroître la capacité au niveau donc de cité, au niveau de Bobo. L'IFR Sciences et Techniques, plus 1500 lits. Ça, tout le monde a suivi. Les travaux ont été lancés à l'université Ouagadougou. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a un restaurant qui est greffé là-dessus. Il y a aussi des espaces même qui vont être aménagés pour les jeunes filles, pour des espaces de coiffure et tout ce qu'il faut, des bandes de soupirs. Ça, c'était aussi avec le financement de la BADEA, qui a été lancé à plus de 12 milliards pour Ouagadougou. Nous avons également, dans le lendemain du lancement, on est allé à Koudougou pour la même infrastructure, mais un peu plus grande, au niveau de Norbert Zongo, ça fait plus de 19 milliards. Donc, IFRST, une cité de 1500 lits, des restaurants, un complexe avec un financement de la BADEA. Donc, dernièrement, ma collègue en charge du budget a pu faire les dernières signatures et donc on attend le processus pour donc lancer les appels d'offres et pouvoir donc opérationnaliser cette question. Je pense qu'on peut aussi parler de restaurants un peu partout, parce qu'il y a au niveau de Dédougou, de Fada, de Waïgouya, les bâtiments pédagogiques dont je parle sont aussi accompagnés de restaurants qui ont été construits. Donc là, le problème, peut-être, c'est ces dernières universités, Waïgouya, Fada et Dédougou, il n'y a pas encore de cité, mais les restaurants sont prêts. Fada a déjà intégré, n'est-ce pas, son espace pédagogique.
Ok, Monsieur le ministre, beaucoup de grands projets, c'est sûr que les étudiants vous attendent sur le terrain. Oui, bien sûr, ils nous verront. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec le projet Ouaga 2 ? À quand est-ce que les étudiants pourront intégrer finalement le site, parce que l'université Ouaga 2 est en balade toujours? Oui, l'université Ouaga 2, c'est quand même des gros investissements qui ont été faits. Si vous y rendez, vous trouverez ce qui a été fait. Et donc, moi j'ai eu des échanges avec le président de l'université Ouaga 2 et je lui ai dit à la rentrée prochaine, tout le monde ne peut pas peut-être y être, mais il faudra que l'université soit occupée. Les problèmes avec les populations locales, ça, on est en train de... Parce qu'il y a quand même un comité qui travaille sur cette question, et je pense que là où on doit faire les infrastructures, on a pu trouver un terrain d'entente pour nous permettre, parce qu'il y a la partie sur laquelle se trouvent les habitations, mais ce n'est pas la partie où on construit l'université, parce que c'est quelque chose de plus de 1000 hectares. Mais il y a 300 hectares où on est en train d'implanter l'université, où ce sont des champs qui s'y trouvent, et même les entreprises ont pris des initiatives pour dédommager en partie les populations, afin que les travaux puissent se faire. Donc la volonté, c'est d'arriver déjà par rapport à ces 300 hectares, de dédommager ceux dont les champs s'y trouvent, pour permettre à l'université d'occuper l'espace à la rentrée. Et l'université n'a pas de nom pour le moment? On a pensé à un nom, mais on est en train d'échanger. Il y a une personnalité qui a été donc identifiée, mais comme on n'a pas encore son accord, je ne peux pas donc annoncer le nom. Ok, alors Monsieur le ministre, une dernière question, toujours dans ce premier axe. Monsieur le ministre, où sommes-nous avec nos TOS, les textes d'organisation des emplois spécifiques? Où sommes-nous toujours avec la relecture de la loi 033? Le personnel ATOS veut comprendre. Oui, le personnel veut comprendre et le personnel a raison. Hein, parce que, comme ils l'ont dit, c'est un personnel essentiel pour le fonctionnement des universités. Le personnel ATOS, il faut rappeler, c'est le personnel administratif. Administratif, les financiers, tout ce monde-là qui permettent aux universités de fonctionner, parce que s'il n'y avait que les enseignants et les étudiants, on aurait beaucoup de problèmes. Même pour les évaluations, pour la surveillance, c'est eux. L'organisation des soutenances, tout ce que vous voulez, ça tourne autour de ce personnel. Et moi, je répète que c'est un maillon essentiel. Maintenant, le problème qu'il pose, c'est qu'il n'y a pas de texte qui permette, si vous rentrez secrétaire, que vous puissiez évoluer. Et ça, je pense que c'est quand même dommage. Si vous y allez et que vous suivez des cours à l'université et que pourquoi pas vous arrivez même à faire un doctorat, et pourquoi on vous empêcherait de prétendre à être autre chose. Donc c'est ça le problème qui est posé. Donc cette question a été réglée pour le CNRST, parce qu'eux, ils disposent des TOS au niveau du CNRST. À la recherche, c'est réglé. Et cette année, on a pu organiser le premier test pour permettre une ascension professionnelle pour le personnel du CNRST. Le test a été fait. Au niveau des universités, puisque ça doit être un arrêté interministériel, qui doit être signé par notre ministère, évidemment, le ministère en charge des Finances et le ministère en charge de la fonction publique. Alors, nous, on a fait un travail, les ATOS ont été associés à ce travail. Nous avons présenté une première mouture donc, au niveau des finances, qui ont souhaité avoir encore un regard de la fonction publique. Mais ils avaient leurs agents quand même qui y étaient. Mais par principe de précaution, ils ont voulu que la fonction publique regarde. La fonction publique a regardé, on nous a renvoyé ça encore avec des amendements que nous avons intégrés, et nous avons donc renvoyé le texte au niveau de la fonction publique pour qu'ils s'assurent qu'on a pris en compte les amendements. Et si on passe cette étape, normalement, on doit pouvoir signer, entre les trois ministres, on doit pouvoir signer les TOS. Dans quel délai, monsieur le ministre? Je ne peux pas donner de délai parce que moi, si ça dépendait de moi, je dirais demain, je le ferai. Mais maintenant, il y a quand même il y a 2 collègues qui sont concernés, il y a les techniciens qui doivent regarder pour être sûr. Donc, il ne faut pas qu'on raconte des histoires aux gens ici et puis dans 2 semaines, on vient me chercher pour dire que je n'ai pas tenu parole. Ok, alors monsieur le ministre, il y a que cette question, l'épineuse question de la normalisation des années académiques. Oui. On a entendu parler de blanchiment technique, mais jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que le problème, on n'a pas avancé d'un seul pouce. Non, je ne dirais pas ça comme ça, comme vous le dites. Moi, je voudrais profiter de cette question pour remercier tous les acteurs du système de l'enseignement supérieur parce que j'ai vu le travail qui a été fait. Remercier les étudiants
remercier les enseignants, les ATOS, parce que j'ai vu le travail qui a été fait. Au niveau de Ouaga 1, quand on a fait le bilan, certaines IFR avaient déjà rattrapé 4 mois par rapport à leur programme. Ça ne change pas grand-chose pour celui qui est dans le système qui a perdu 1 année ou 2 années. Mais de savoir que habituellement, c'est au mois de juin, de mai qu'on fait la rentrée, et que certains ont pu faire la rentrée en janvier, c'est un début. De savoir que les étudiants, les bacheliers de 2016, dans le temps, on avait des gens qui faisaient 1 an et demi sans rentrer sur le campus. Mais quand on a fait le point, 2016, pratiquement tout le monde était rentré sur les campus et avait même fini leur premier semestre. Donc, pour 2017, au mois de fin mars, début avril, on a fait le point. Ça donne ceci. À l'IBAM, sur 5 filières, les 5 sont rentrés. À Ouaga 1, sur 23 filières, il y a 15 qui étaient rentrés. Il y a 4 qui devaient rentrer en fin avril et 4 qui projetaient de rentrer vers le 15 mai. Au niveau de Ouaga 2, là, c'est le droit, ils sont rentrés début janvier. Il restait SEG. Mais ça, vous connaissez le problème de SEG, c'est la question de master pour tous. Et ils n'ont pas voulu faire les évaluations tant qu'ils ne sont pas situés par rapport à cela. Donc, ça a bloqué les choses. C'est finalement récemment qu'ils se sont entendus pour faire les évaluations, ce qui va permettre qu'on puisse commencer les cours. Ça n'a pas été commencé, que les bacheliers de 2017 puissent commencer les cours. À Koudougou, 100% des filières sont rentrées. À Bobo, il n'y avait qu'une seule filière, le droit, qui n'était pas rentrée. Donc, moi je dis, on a communiqué. Tout le monde a pris conscience du danger qui nous guette au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a eu de l'engagement, et je dis, il y a eu des efforts qui ont été faits. Je suis allé visiter le jeune centre de Kaya. J'ai trouvé que toutes les filières étaient rentrées. Ils avaient fini leur premier semestre. À Gawa, c'est pareil, ils ont fini. Ça, ce sont les jeunes centres, avec peu de moyens, mais ils avancent. Donc, je dis, le problème n'est pas réglé, mais si la dynamique se poursuit avec le même niveau d'engagement, moi, j'espère qu'en octobre, novembre prochain, on doit pouvoir avoir des bacheliers de 2018, pas tout le monde, mais que certains puissent déjà être sur le campus. Ça, c'est le message d'espoir que moi j'ai, et je pense qu'on commence à voir le bout du tunnel. Mais encore faut-il que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, parce que si c'est perturbé cette année, comme cette année en SEG, par exemple, par ces problèmes liés au master, il est clair qu'on ne pourra pas résoudre le problème. Vous n'oubliez pas que vous avez affaire à des humains. Hein, je pense que le libre arbitre cartésien, hein, quand je dis que l'écran que je vois, c'est du noir que je ne vois pas une image, personne ne peut m'empêcher de penser ainsi. Donc c'est ça le problème qu'il y a. Alors, Monsieur le ministre, on a parlé de la qualité de l'enseignement privé au Burkina. Alors, la question du contrôle des coûts de formation. On a l'impression aujourd'hui que tous les instituts privés qui se créent, chacun fixe ses coûts de formation. Est-ce que le ministère a un regard sur ça? Oui, non. Vous savez, on est quand même... C'est la loi du marché. Oui. Quand on est dans ce domaine-là, on ne peut pas aller dire aux gens, il faut bloquer là, bloquer là. Sauf qu'il y a une volonté... Voilà, s'il y a une volonté collective de s'asseoir et de dire, voici les limites à ne pas dépasser. Mais au niveau des universités publiques, ça se fait. Aujourd'hui, toutes les universités publiques, c'est 15 000 francs CFA que les étudiants payent. Les masters, master 1, master 2, on est à 300 000. Il y a des masters professionnels plus pointus qui sont peut-être à 500 000, 700 000, peut-être même à 1 million et quelques. Ça existe. Mais moi, je sais que quand on avait voulu créer notre master au niveau de la sociologie, qu'on a voulu mettre à 700 et quelques mille, on nous a dit que ce n'est pas possible. C'est le chef de département, c'est cher. On a dû ramener ça à 300 000. Donc, il y a un contrôle qui se fait dans certains domaines en fonction des types de masters. Effectivement, là, on peut, au niveau du public, on peut jouer sur les cours. Mais le privé, ce qu'on peut demander... Monsieur le ministre, voilà. Une autre question très cruciale, c'est cette question du système LMD. Oui. On a vu tantôt un enseignant qui a posé ce problème-là, qui estime que ce ne sont pas les mêmes textes d'une université à l'autre. Il a raison, et dans ce domaine, je dois dire qu'il y a un travail qui a été fait, parce que nous avons pris conscience que d'ailleurs, le fait d'avoir, même à l'intérieur d'une même université, des choses qui ne sont pas harmonisées, d'une université à l'autre encore, c'est autre chose. Donc, c'est source de problème. Et moi, on a fait le travail d'abord au niveau central de faire une relecture du LMD. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle mouture du LMD.
que nous entendons partager avec donc les partenaires sociaux. Parce qu'on ne peut pas commencer à appliquer comme ça. Mais la volonté, c'est de partager avec eux et de voir si, à la rentrée prochaine, on peut avoir ce LMD vulgarisé d'abord dans toutes les universités publiques et de dire aux privés de s'aligner sur ce LMD par la suite. Donc ce travail a été fait et là, j'ai demandé aux services en charge de partager avec les partenaires sociaux pour qu'on essaie de regarder cette question. Tout cela donne l'impression un peu que les choses ont été faites à la va-vite, monsieur le ministre. Et comment ça? Parce que bon, on est rentré dans le système, oui. Alors on se rend compte que jusqu'à présent, on est toujours à la recherche d'une mouture qui sera harmonisée. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose quand même qui a péché à un certain moment? Non. Je pense qu'on peut avoir, au début de toute chose, on peut avoir quelques tâtonnements. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que ça va vite. Il y a des choses qui se déroulent très bien. Mais par contre, c'est une question juste d'harmonisation. Rien ne dit que le LMD de Ouaga 1 est inférieur à celui de Bobo. Mais les acteurs, par exemple, c'est surtout quand on va passer d'un semestre à l'autre, il y a des choses à régler, à harmoniser, pour qu'on sente quand même qu'on est dans un pays qui a un LMD qu'il contrôle. Et ça, c'est juste pour mettre de l'ordre dans ce domaine-là. D'accord. Alors, monsieur le ministre, les œuvres universitaires au Burkina sont bien organisées. On a le Centre national des œuvres universitaires. Mais est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années à ce que ces œuvres-là soient réparties également pour le secteur privé, l'enseignement supérieur privé? Oui. Est-ce que les étudiants du privé peuvent prétendre à ces œuvres universitaires? Bon, j'ai écouté, je crois que c'est excessif de dire qu'on va l'étendre à tout le monde. Ah oui. Déjà, au niveau du public, ce n'est pas tout le monde. Quand vous prenez les bourses, ce n'est pas tout le monde. Il y a des critères pour octroyer des bourses. Au moins, les quand restaurants, vous prenez le fonds, même les restaurants, vous ne pouvez pas vous mettre dans une logique à dire que vous allez l'étendre à tout le monde. On a combien d'étudiants? Il faut juste maintenant voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer déjà ce que nous offrons. Si vous suivez l'actualité, on a eu à Koudougou des manifestations déjà par rapport à l'insuffisance du nombre de plats. À Dédougou, il n'y a pas 10 jours, je crois, on a eu des manifestations par rapport à cela. Donc, plutôt que de vouloir dire qu'on va satisfaire tout le privé, essayons déjà d'organiser les choses au mieux au niveau du public. Et si après ça peut s'étendre à tout le monde, c'est tant mieux. Je veux quand même vous rappeler quelques chiffres pour que vous voyez les efforts qui se font à ce niveau-là. Vous voyez le FONER, 2017, 52 122 étudiants ont bénéficié de l'aide FONER. 175 000 francs par étudiant. Ça fait 9 milliards 121 millions 350 000. Rien que pour ces étudiants soutenus au niveau mais ce n'est pas seulement au public. Il a relevé qu'il y a des doubles inscriptions. Ouais. Et quand on fait les évaluations, on se rend compte que tout le monde ne vient pas composer. Parce que ceux qui sont au privé, ils s'inscrivent au privé, ils s'inscrivent au parce privé. Que justement, il n'y a pas d'offre sociale à ce niveau. Non, j'ai donné des instructions aux fournisseurs et je leur ai dit. C'est terminé. Tous ceux qui sont dans les universités de qualité, qui veulent rester au privé, que le fournisseur ne soit pas un prétexte pour qu'ils viennent au public encore. Donc, octroyer, donner le fournisseur à tout ce monde, ça ne doit pas changer énormément, puisque ce sont les mêmes qui se retrouvent au public et au privé, avec les doubles inscriptions. Donc, moi, je leur ai dit, s'ils sont éligibles au FONER, il faut leur permettre d'en avoir. Les bourses, ça a été sans être obligé de s'inscrire dans une université. Non, justement, la condition, c'est que j'ai dit de faire une note en disant que la double inscription est un facteur d'annulation du FONER, pour qu'ils restent dans leur privé en étant bénéficiaires du FONER. Au niveau des bourses, on a fait le même travail et certains étudiants ont été orientés avec des bourses dans certaines universités et écoles privées. Les bourses, pour en parler, pour 2017, nous avons eu 7 609 boursiers et ça fait 8 milliards 702 393 000 pour les 7 609 boursiers. La restauration, on se plaint beaucoup, mais en 2017, nous avons servi dans tous les restaurants 9 388 383 plats. Ça, en 2017. Et ça a coûté 5 milliards 631 millions 8 954 francs. Alors, monsieur le ministre, on est pris par le temps. Alors, on sait que votre département, c'est bien sûr l'enseignement supérieur, mais c'est également la recherche et l'innovation. Oui. Et on va passer tout de suite à la deuxième rubrique.
La recherche et l'innovation, un domaine fondamental et stratégique. C'est de là que viendront peut-être les solutions aux grands défis de l'agriculture, de la santé, de l'alimentation et bien d'autres. Mais encore faut-il donner aux chercheurs et innovateurs les moyens de leurs ambitions. L'état des lieux du secteur dans ce reportage. La recherche et l'innovation contribuent fortement au développement économique, social et culturel de tout pays. Au Burkina Faso, elle constitue une préoccupation constante des autorités et se mène aussi bien dans les universités que dans les centres de recherche publics et privés. Mais la recherche scientifique reste marquée par des contraintes institutionnelles et organisationnelles. Le système national de la recherche souffre de la faible valorisation de ses résultats, de la vétusté des infrastructures et des équipements, de l'insécurité foncière des stations de recherche, de l'insuffisance de la recherche-développement, du vieillissement des ressources humaines et matérielles et de la faiblesse du financement de l'État. Toutefois, des infrastructures comme le Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST, et ses nombreux instituts forcent l'admiration à travers les résultats de leurs travaux. Ces résultats, on les constate dans des domaines variés comme l'agriculture, l'environnement, la santé et les sciences humaines et sociales. Plus concrètement, l'unité de recherche clinique de Nanoro expérimente depuis quelques années un vaccin contre le paludisme. Déjà au milieu des années 2000, la contribution de cette unité à la recherche sur la résistance du parasite du paludisme à la chloroquine a abouti à l'abandon de la prescription de ce produit aux malades. Toutefois, pour que les résultats de recherche puissent contribuer au bien-être de la population, ils doivent être connus, adoptés et valorisés. C'est en cela que l'existence des structures comme la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation et l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche ANVAR est salutaire. Mais les grands défis du gouvernement demeurent d'ici à l'horizon 2020, l'amélioration de la gouvernance de la recherche, le renforcement des capacités en ressources humaines, matérielles et financières de la recherche scientifique et technologique, et le renforcement du partenariat public-privé dans la valorisation des résultats de la recherche, entre autres. Voilà, Monsieur le ministre, pour cet état des lieux. Et là également, nous vous proposons de suivre quelques avis des acteurs collectés sur le terrain. En tant que jeune chercheur, j'ai pu observer depuis 2013 les mesures qui ont été prises par le gouvernement afin de renforcer les ressources humaines au sein des différents instituts et de centres de recherche au sein du CNRST. Et donc, il y a de nombreux jeunes chercheurs qui ont été recrutés et pour la plupart sont dans des cycles de formation de niveau doctorat. Il y a maintenant une loi d'orientation de la recherche scientifique qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment inédit. Au niveau du paysage institutionnel, il y a la politique nationale de la recherche scientifique et technologie exactement, qui a été adoptée, qui vient d'être révisée. Donc ça, c'est véritablement des atouts. Il faut que l'État finance certaines activités de recherche qui sont nos préoccupations, parce qu'en fait, c'est un domaine de souveraineté et certains bailleurs de fonds ne sont pas prêts à injecter de l'argent dans certains domaines de recherche. Il faut un appui à ce niveau-là. Nous aurions aimé quand même voir l'impact de cette recherche sur le terrain. C'est-à-dire au niveau du palu, on a pas mal de résultats qui sont assez intéressants, qui peuvent permettre quand même de réduire l'incidence du paludisme. Là, il faut que l'État fasse un effort pour que les gens aient accès aux médicaments, aient accès donc aux tests de diagnostic rapide, aient accès aux moustiquaires qui sont efficaces, et que aussi les pulvérisations intradomiciliaires. Là, il faut que l'État quand même appuie parce que les résultats de la recherche sont là. Nous avons les ressources phytogénétiques, c'est-à-dire toutes les variétés, que ce soit des céréales. Nous avons dans nos congélateurs, dans nos stations, en tout cas ces ressources-là. Et il suffit d'une coupure de 24 heures pour que nous perdons tout ça. Toutes nos stations ne sont pas clôturées. Il y a les riverains qui, en tout cas en vie, qui veulent nos terres. Il y a des promoteurs même privés dans certaines stations qui sont venus construire des bâtiments. Je parle pour l'Adero. Il y a un manque
d'un centre de documentation et d'information, et même des réseaux Internet, et même l'absence de certaines infrastructures, des laboratoires. Si vous regardez dans notre institution ici, vous verrez qu'il n'y a pas suffisamment de bureaux pour accueillir tout le personnel, surtout les chercheurs. Nous avons aussi un problème de laboratoire en termes de bâtiments, je veux dire. Ici à Nanoro, en ce qui concerne la section clinique, comme on disait, nous sommes beaucoup engagés dans la recherche clinique, les essais cliniques. Et nous travaillons dans les villages tout autour de Nanoro. Nous sommes présents dans pratiquement 24 villages à Nanoro. Ce qui nécessite souvent que nous allions dans ces villages-là pour amener des patients qui ont besoin de soins au sein de notre unité ou à l'hôpital. Et souvent, ce qui nous manque, c'est les moyens de déplacement. Donc, notre préoccupation au niveau de la partie clinique, c'est d'avoir peut-être un minibus pour pouvoir aller chercher ces patients-là dans les villages pour les amener à l'hôpital pour les soins. Voilà, Monsieur le ministre, que de problèmes soulevés par les acteurs sur le terrain. Alors, on a envie de vous demander, est-ce que la recherche et l'innovation, est-ce que ce n'est pas un peu le parent pauvre de votre département quand on voit toutes les difficultés que l'enseignement supérieur, en tout cas, connaît? Est-ce que ça ne se fait pas au détriment de la recherche et de l'innovation? Bien, en tout cas, ils ont un bon avocat qui les défend si bien. Non, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Bon, la recherche, il y a évidemment la recherche organisée au niveau du CNRST avec ses 4 instituts. Mais il y a la recherche qui se mène aussi dans les universités. Alors, ce que je dois dire, c'est que nous avons des chercheurs compétents et qui sont capables d'aller chercher des fonds compétitifs. Quand vous regardez au niveau de l'INRA, au niveau de l'IRSAT, dans une certaine mesure, même les universités, c'est des gens qui vont vers les fonds compétitifs et qui ramènent des fonds de recherche. Même si elle dit que c'est un domaine de souveraineté. Mais la recherche fonctionne beaucoup plus comme ça. Maintenant, nous avons quand même un certain nombre d'institutions. Il y a ce qu'on fait au niveau du CNRST, avec même des constructions de laboratoires. Parce que des laboratoires ont été construits au niveau de l'Institut des sciences de la santé, l'Institut des sciences des sociétés, et il y a des laboratoires en construction au niveau de l'INERA et tous les instituts. Donc il y a un accompagnement dans ce domaine-là. Un des bâtiments d'ailleurs a été construit avec la coopération japonaise. Ça c'est au niveau de l'Institut des sciences de la santé. Et puis avec des équipements. Maintenant, nous avons d'autres instruments. Il y a l'ANVAR, qui est aussi un instrument qui permet de valoriser. C'est-à-dire une fois que le chercheur, public ou privé, université ou centre de recherche, quand il a ses résultats, l'ANVAR doit faire la valorisation pour mettre les découvertes auprès de ceux qui sont les consommateurs. Je dois signaler que pour 2017, le dispositif de recherche du Burkina était déjà à 570 innovations à mettre au service de l'économie nationale. Et cette année, notre volonté, c'est d'aller de 570 à 600 innovations. À côté de l'ANVAR... L'ANVAR, il faut le préciser, c'est l'Agence nationale de valorisation des résultats de recherche. Et vous avez le fonds RID, qui est le Fonds national pour la recherche, l'innovation et le développement, qui avait un budget habituel de 300 millions, mais cette année, on est parti au-delà du milliard, pour permettre donc au fonds RID d'organiser la compétition entre des porteurs de projets de recherche, universités, privées, publiques, comme centre de recherche. Vous pouvez aller donc soumettre votre projet à la compétition. Nous avons pu faire en sorte que on ait des partenaires. Par exemple, l'ambassade de France a mis un fonds compétitif au niveau du fonds RID, et on a fait le travail de sélection. Il y a WaterAid qui a mis également un fonds compétitif, et de plus en plus, des partenaires viennent vers le fonds RID pour organiser la compétition. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que cette année, nous organisons le fonds de l'excellence en matière de recherche. On se prépare à lancer pour donner des prix à hauteur de 10 millions par chercheur pour leurs efforts, voilà, aux meilleurs chercheurs. Ok, monsieur le ministre, on va y revenir, mais tout de suite, on va suivre la première question que nous avons sur le terrain. Qu'est-ce qui peut être fait pour sécuriser nos ressources phytogénétiques dans nos stations, mais à travers la résolution du problème d'électricité? Bien, le problème d'électricité, c'est évidemment, vous savez, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous sommes ceux qui doivent peut-être le plus à travers les universités à la Sonabel. Déjà,
comme c'est l'État, on fait preuve de compréhension. C'est connu, en tout cas, vous êtes connu. Oui, Ouaga 1, peut-être qu'ils sont déjà à 3 milliards et quelques. Les centres de recherche doivent aussi. Mais ils font l'effort de nous permettre d'avoir quand même l'électricité pour continuer. Et l'idée, c'est de faire en sorte que là où nous avons des installations, qu'on nous garantisse l'énergie. Mais on est en train d'aller vers le solaire. Je pense qu'il y avait un projet du ministère de l'Énergie qui avait fait le tour des universités et des centres de recherche pour voir comment est-ce qu'on peut sécuriser les universités à partir de l'énergie solaire. Surtout quand il parle des ressources... Tout à fait. Ça, c'est des domaines où il faut fortement mettre du solaire. Mais je pense que le CNRST disposait aussi d'un budget de renforcement des capacités de plus de 3 milliards qui permet, dans les zones les plus sensibles, de faire en sorte que le solaire puisse garantir au moins la continuité du fonctionnement de ces points de stockage. Okay. Alors, la dernière question, ici il n'y a que 2 questions, on va donc suivre tout de suite la deuxième question. Monsieur le ministre, quel est le plan d'action qui est posé par le gouvernement pour l'effectivité des différents laboratoires, le développement de la recherche en général à l'université de Fada? Oui, à l'université de Fada, je dois dire que, comme je l'ai dit, nous avons déjà construit les bâtiments. Et avec, dans certaines zones, nous avons des laboratoires qui ont été construits à travers donc, le programme national d'appui à l'enseignement, au développement de l'enseignement supérieur. Et qui avait aussi passé une commande l'année passée de près de 500 millions de francs CFA d'équipement de laboratoire. Donc, dans certaines universités, ça a été déjà réceptionné. Et nous comptons donc poursuivre les efforts dans ce domaine-là. Mais je pense que pour le cas de Fada, j'avais eu aussi des échanges avec des miniers, puisqu'il y a des sociétés minières, parce que c'est là-bas qu'on a la section qui travaille sur les mines, où ils ont affiché leur volonté d'accompagner l'université pour donc renforcer les laboratoires. Donc il y a un travail qui se fait dans ce domaine-là, qui va nous permettre effectivement d'accompagner les jeunes universités en équipement de laboratoire. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on va poursuivre avec ce deuxième volet en parlant toujours de la recherche scientifique. Vous l'avez dit tantôt, vous l'avez reconnu, la recherche scientifique, c'est un domaine de souveraineté. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies pour valoriser justement les résultats de la recherche? Les stratégies, justement, comme je l'ai dit, l'ANVAR déploie les efforts. Nous avons aussi des journées qui sont souvent organisées pour faire en sorte que les technologies se rapprochent davantage de ceux qui sont demandeurs de ces technologies. Par-delà l'ANVAR, nous avons aussi le symposium de la science qui se tient et nous avons le FERCIT qui est le forum. Voilà, cette année, ça doit se tenir. Et ce forum aussi a vocation de faire en sorte que nos grandes découvertes, nos grandes innovations soient donc exposées et mises à la consommation de ceux qui en ont le plus besoin. Donc les outils que nous avons, c'est fondamentalement à travers le fonds RID et à travers l'ANVAR. Je dois ajouter... Vous parlez beaucoup de l'ANVAR, mais cette agence, quels sont les moyens que vous mettez à la disposition de cette agence? Parce que le peu de choses qu'on sait, c'est que l'agence aussi a traversé quand même des moments assez, des moments difficiles, mais l'agence a aussi une dotation budgétaire donc, du budget de l'État, mais ils ont aussi des fonds qui viennent de l'UEMOA pour travailler surtout sur le maïs, qui couvre plusieurs pays. Donc il y a quand même un certain nombre d'appuis qui permettent aussi à l'ANVAR d'avoir des ressources pour travailler. Alors le FERCIT, on a l'impression que ce n'est pas régulier. Est-ce qu'on aura une édition cette année? Oui, cette année, oui. Je pense autour du mois d'octobre. On est en train de travailler à faire en sorte qu'on ait donc une édition cette année. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que le problème de notre recherche, ce n'est pas le fait qu'on ait des projets de recherche déconnectés? Parce que c'est plus simple quand la recherche, c'est une recherche-action, s'oriente déjà vers la résolution d'un problème, plutôt qu'une recherche fondamentale. Est-ce que ce n'est pas là également le problème? Non, les concepts ont changé. D'abord, si vous regardez ce qui se passe en Nanoro, c'est l'exemple parfait pour moi, et je leur ai dit ça, de l'intégration entre une unité de recherche en santé, et un centre médical et des populations. Donc voici des gens qui travaillent sur le palu et un certain nombre de maladies, le diabète aussi, et qui sont en interaction parfaite avec un certain nombre de villages où ils ont un dispositif de collecte de l'information, où ils ont disposé des collecteurs d'informations pour remonter tout ceci au niveau de l'unité de recherche et interagir avec les malades qui sont donc au centre médical de Nanoro.
Donc voici comment est-ce que le travail sur le palu, le travail sur le diabète, un certain nombre de maladies, l'hypertension je crois, est en train de se faire en étant en milieu réel. Mais depuis un moment, je pense déjà les années 96-97, l'INRA avait fait ce qu'on appelle le concept de paysan-chercheur, la recherche en milieu réel. C'est-à-dire, une fois que le chercheur fait ses découvertes en station, il doit aller vers le paysan pour travailler avec le paysan et voir comment est-ce que le paquet technologique, l'innovation se comporte en milieu réel. Et là, c'est le paysan qui devient le moteur de la recherche. Et là, vous travaillez sur le niébé, vous travaillez sur peut-être des aliments bétail qui permettent de produire du lait ou de faire prendre du poids à l'animal. C'est-à-dire, on explique aux paysans quelles sont les rations et à quelle fréquence. On fait le déparasitage, le paysan, il a le protocole qu'il exécute, et les techniciens de l'INRA ne viendront que de temps en temps pour faire les pesées. Et voilà ce qui se fait. Au niveau de l'université Ouaga 1, on avait eu un projet avec la coopération canadienne qui a permis aussi de faire un travail environnemental dans 2 sites, dans la zone de Tougan et dans la zone de Pau, où des enseignants d'université sont allés avec leurs collègues de l'université de Moncton pour faire la recherche en milieu réel. Donc, il y a une partie de la recherche qui est fondamentale parce qu'il faut la recherche fondamentale. Mais quand vous aboutissez à des découvertes, le processus c'est d'aller à ce qu'on appelle le milieu réel pour voir comment est-ce que la technologie se comporte. Et là où également on perçoit très souvent des difficultés, c'est qu'on a des projets de recherche qui ont des financements, mais le financement s'arrête net à partir de la recherche. Il n'y a rien qui est fait derrière, il n'y a aucun fonds prévu pour la communication dans le projet de recherche, ne serait-ce que pour faire connaître un peu le résultat auquel la vulgarisation. Oui, ça moi, je suis allé à Bobo, j'ai visité tous les centres de recherche. Et moi-même, j'étais surpris de trouver certaines choses là-dedans. Et j'ai demandé donc au délégué général de CNRST de faire en sorte, je ne dis pas de divulguer les secrets de recherche, mais que dans chaque entité, qu'on puisse avoir un documentaire qui va montrer ce qui se fait et voir comment est-ce qu'au niveau de la télé nationale, on va les diffuser, dans quelles conditions, pour qu'on se rende compte. Parce que tout le monde a l'impression que rien ne se fait, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Quand vous sortez de ce pays et que vous partez dans certains pays voisins, c'est là que quand vous leur demandez, ils disent non, ça, c'est le résultat des recherches des Burkinabés que nous avons pris, que nous appliquons. Mais nous-mêmes sur place, beaucoup de personnes ignorent que ça vient de là. Donc ce travail de communication, je leur ai demandé, et je pense que d'ailleurs, le délégué général a pris donc note de ceci et il va engager un processus pour avoir des documentaires par rapport à tous les instituts et les travaux qui se font. Donc je pense qu'il faut qu'on communique pour montrer aux gens effectivement ce qu'on fait. En tout cas, l'impression que l'on a, c'est que les chercheurs travaillent un peu en vase clos. On a l'impression que c'est un monde fermé, ils ne sont pas ouverts au grand public. Oui. Alors la stratégie, ça va être quoi pour que... Oui, vous savez, il y a la recherche, elle doit se mener sans beaucoup de bruit. Ah, oui. Si vous parlez beaucoup, il y a des gens qui sont des spécialistes du raccourci qui vont vous coiffer sur le fil. Ah oui. Parce que si vous parlez dès le départ de toutes les étapes, quelqu'un qui a plus de moyens que vous, il prend l'étape à laquelle vous vous trouvez, il accélère et il va publier avant vous. Et d'ailleurs, certaines recherches, si vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup, après vous ne pouvez pas avoir de brevet parce que vous avez mis ça à la consommation du public avant que la communauté des scientifiques ne vous donne donc le brevet. Donc c'est pourquoi certains aspects doivent rester secrets. Mais il y a des aspects par rapport auxquels le silence est coupable. Il faut donner de l'information. Il faut faire en sorte que les gens suivent. Et c'est pourquoi dernièrement on a adopté un décret en Conseil des ministres avec l'Agence nationale de biosécurité qui va permettre au public de participer à la recherche et au contrôle et au suivi de la recherche. Nous, on dispose de ce décret. Dans quelles conditions un journaliste qui veut de l'information scientifique, il a le droit d'accéder à l'information scientifique. Ce décret a été adopté il n'y a pas 2-3 semaines de cela, et ça encadre tout ce processus. Ça va permettre aux gens de comprendre ce qui se fait et d'arrêter de penser qu'on veut faire du n'importe quoi. Alors, Monsieur le ministre, l'émission tire à sa fin. Alors, cela fait juste peut-être une dernière question. Quelques mois que vous êtes à la tête de ce département, un département avec d'énormes défis. Parfois, on a l'impression d'être dans l'impasse, comme je le disais en début d'émission. Alors, quelques mois après, est-ce que
l'enthousiasme de départ demeure toujours, monsieur le ministre, oui, je pense que à l'épreuve du terrain. Je pense que vous avez compris que l'impasse, comme j'ai dit, on est en train de se tirer de l'impasse. Moi, je suis convaincu qu'on va se tirer de l'impasse. Et vous êtes optimiste? Non, de nature, je suis comme ça. Moi, je ne joue jamais battu. Voilà. Ça ne sert à rien d'être responsabilité et de penser qu'on n'y arrivera pas. Alors, il ne faut pas y être. Quand vous devez gérer et que vous êtes vous-même un défaitiste, comment vous voulez que le peuple vous suive? Comment vous voulez que les étudiants me suivent, les enseignants me suivent si je suis le premier découragé? Ça ne marchera pas ainsi. Mais je sais qu'il y a du travail, je sais qu'il y a de la volonté, et je sais qu'on va y arriver parce qu'on a de la volonté. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des choses qu'on arrivera à gérer. Alors, monsieur le ministre, on a l'impression que vous avez un petit secret en ce qui concerne la gestion des foules d'étudiants. Oui. Vous avez à Koudougou, à l'inauguration de l'université de Nouvelle-Zongo, vous avez réussi à maîtriser les étudiants parce que ce n'est pas toujours évident lorsqu'ils sont déchaînés. Oui. Quel est votre petit secret? Non, bon, ils me connaissent, je suis leur enseignant, je n'ai pas tenu tout le monde, mais ils savent qui je suis. Beaucoup me connaissent parce que de nature, je suis comme ça, avec mes étudiants. Voilà, ce sont mes amis. D'ailleurs, je les appelle mes camarades. Vous êtes même allé jusqu'à leur dire que vous étiez comme eux quand ils étaient étudiants. Je leur ai dit ça et c'est vrai. Oui. Quand il y a eu les événements aussi en décembre à Ouaga, dès que ça a frappé, j'étais là-bas. Parce que on ne recule pas quand on doit gérer et on doit être là pour vivre les événements. Et ça se passe bien. D'ailleurs, chaque week-end, moi, je prends mon véhicule. Quand je peux, je suis à l'université, seul. Et je discute avec ceux qui sont sur le campus. Je pense que c'est ça. Je viens de faire une tournée où je suis allé à Bobo, une délégation légère. J'ai rencontré les enseignants, les étudiants, les atos. Il y a un qui m'a traité de dictateur d'ailleurs. Ah bon, je lui ai dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait parce que moi je ne suis pas de nature, je ne suis pas comme ça. Après je suis allé à Dédougou, ça s'est bien passé. Le jeudi, après le conseil de mercredi, jeudi, je serai à Koudougou pour rencontrer les acteurs. C'est comme ça qu'il faut, je pense qu'il faut être avec les gens. Il y a des difficultés, mais ces difficultés ne peuvent pas nous empêcher. Parce que moi, quand j'ai pris fonction, on m'a dit de ne pas aller sur les campus, c'est dangereux pour les ministres. Je dis alors, ce n'est pas la peine d'être ministre si on ne peut pas aller sur les campus. Et j'y vais. Alors, voilà, je voulais peut-être juste, il y a une préoccupation qui a été, et je pense que c'est une grande solution pour nous. C'est la question des inscriptions, les longs fils que vous voyez. Les inscriptions en ligne. Oui, et ça, je vais dire que nous avons, depuis la fin de l'année passée, on travaille sur un logiciel qui nous vient aussi du Sénégal. Là-bas, ils appellent ça Campus Sen. Ici, c'est Campus Faso. Donc, avec un projet, le PACE, un projet de la Banque mondiale, on a pu acquérir ce logiciel. Ils ont travaillé et la première monture est déjà disponible au niveau de Ouaga 1, puisqu'on a les cerveaux là. Et avant-hier matin, j'étais avec les informaticiens pour leur dire que moi, je voudrais que les bacheliers de 2018, qu'ils soient orientés à partir de ce logiciel. Parce qu'on va reverser tous les admis sur ce logiciel. Et on met des critères d'orientation dans chaque université et pour chaque filière. Et la machine va nous faire la répartition. Ça va résoudre les interventions. Parce que la semaine passée, on m'a alerté qu'en médecine, une trentaine de personnes ont été saisies qui avaient falsifié leurs relevés venant de pays voisins avec tout un réseau de racoleurs qui prennent des millions pour pouvoir s'inscrire en médecine. Vous avez 10, vous avez avec un relevé de 14. Mais si on fait cela dès l'admission au bac, la machine va verrouiller tout et vous ne pouvez pas changer les choses. Et ça va permettre aussi de faire les inscriptions en ligne avec la possibilité de payer à partir des cellulaires et tout ça. On verra avec Minefil comment ça peut se faire, mais ça fera en sorte qu'on n'ait pas... Et moi, je leur ai dit, en juillet, je voudrais que tous les bacheliers soient reversés et que ceux qui sont déjà inscrits dans les universités publiques comme privées, qu'on les reverse dedans. Ça permet d'éviter les doubles inscriptions. Ceux-là qui sont au privé ou au public, si on les met tous sur ce logiciel-là, on va attraper beaucoup. Ok, monsieur le ministre, c'est certainement une innovation qui est très attendue par les acteurs sur le terrain. Alors, Miki, je pense que l'émission de ce soir tire donc à sa fin. Ouais, tout à fait. Alors, monsieur le ministre, merci pour votre disponibilité. Et mesdames et messieurs, voilà donc, c'est la fin de ce numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement. Une émission qui, je le rappelle, est réalisée en collaboration entre la RTB et le service d'information du gouvernement. Merci pour votre attention et à bientôt pour un autre numéro. C'est déjà fini.